Ok. Et bah déjà, Tom, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, nous parler de ton parcours un petit peu dans ta jeunesse, etc. Dans ta ville, comment c'était, etc. Et voilà. Ouais, mais alors là... Il y a beaucoup de choses à dire. On va passer 45 minutes là-dessus. Bah écoute, que te dire? Comment tu t'appelles? Voilà, je m'appelle Tom de Pékin, je vis à Paris, je viens de Saint-Ouen. Voilà, j'ai fait une école d'imprimerie, j'ai fait les beaux-arts, j'ai fait le métier de graphiste. Et puis voilà, j'ai un peu bifurqué artiste. T'as fait combien d'années aux Beaux-Arts? Je fais 5 ans. Ok, donc t'as un master aux Beaux-Arts. C'était où ce master-là? C'était à Valence. Ok. Et t'as grandi dans quelle ville, pardon? Chambéry. Chambéry, ok. Et comment c'était à Chambéry de grandir dans cette ville-là? Est-ce qu'à cette époque-là... Bah, j'ai pas vraiment... Oui, alors je n'étais pas à Chambéry même, mais j'étais en région chambérienne, c'était plutôt la campagne. Voilà. Pas grand-chose à dire. Et je suis parti, j'avais 15-16 ans, interne dans un lycée technique à Grenoble. Après c'est la vie d'interne, tu vois, vous voyez, et puis, je sais pas, que dire. Pour se mettre un petit peu dans le contexte, c'était quelle année? Par exemple que t'es arrivé, ton bac tu l'as dans quelle année? Alors mon bac que je n'ai pas eu. Ah, que t'as pas eu, ok. Mais t'as réussi à aller aux Beaux-Arts quand même? Ouais, c'était pas obligé. Ah ok, d'accord, je savais pas. C'était pas obligatoire. Ok. À l'époque. Donc t'es rentré aux Beaux-Arts alors à quel âge? 19. 19 ans. C'était? C'est 89. 82, ok. Et est-ce que du coup tu peux nous parler un petit peu dans ce contexte-là? Toi, est-ce que t'étais out déjà à cette époque-là? Non. Et comment c'était à cette époque-là de grandir dans un milieu qui était plutôt homophobe, etc. Genre... Oula, c'est compliqué à expliquer. Bah, on se débrouillait. Après, je pense qu'on était un peu collabos. Ok. Ouais, on n'était pas trop dans le côté. Ouais, ok, je capte. Donc voilà. C'est une construction un peu lente. Il n'y avait pas beaucoup de modèles. On se sentait plutôt... C'était complexe. Bah tu m'étonnes. Mais parce que après t'as quand même beaucoup travaillé avec des associations, enfin t'as fait partie d'associations... Ah bah c'est bien plus tard. Ah c'est bien plus tard que ça? Oui, c'est-à-dire que même aux Beaux-Arts, les Beaux-Arts pour moi c'était une période de construction. Ok. Qui s'est beaucoup fait par le cinéma. Parce que je voyais beaucoup de films à ce moment-là. Et voilà, c'est en voyant des films... Voilà, où je me suis un peu plus précisé moi-même. Et puis la lecture, c'était beaucoup la lecture. Après, on n'avait pas vraiment de lien. C'était compliqué. C'était compliqué parce que je pense qu'il y avait une sorte d'homophobie intégrée. Enfin, après, les gens étaient plutôt cool, mais voilà, c'était des périodes. Pas très ouverte, sauf si je pense on était dans les grandes villes, où là c'était différent. Ok, donc toi tu penses qu'il y avait vraiment un clivage entre la ville et la campagne, quoi. Oui, ben c'est pour ça que je suis parti à Paris. Ok. La raison principale c'est ça. Ok. Et du coup t'avais dit t'es arrivé quand à Paris? Alors à Paris je suis arrivé en 87. Ok. Alors, donc du coup t'as fini les Beaux-Arts. Voilà. Et après je me suis dit, moi je vais à Paris. Ok. Et du coup, tu parlais qu'aux Beaux-Arts, tu as beaucoup travaillé avec le cinéma. Est-ce que tu avais d'autres médias de prédilection? Alors, j'ai pas travaillé avec le cinéma aux Beaux-Arts. Ah, mais tu t'intéressais beaucoup. Mais il y avait 2 festivals de cinéma par an dans cette ville à ce moment-là. Et comme il n'y avait rien à faire, j'allais voir des films. Ok. Et du coup, ça m'a construit. Ok. Mais parce que quand tu étais aux Beaux-Arts, tu travaillais plutôt sur quel média? Alors, quand j'étais aux Beaux-Arts, j'ai commencé, j'ai fait un peu d'install, je faisais de la photo. J'ai commencé à vouloir faire des films, donc j'utilisais plutôt la vidéo. Ok. C'était un peu le début, j'étais un peu dans la VHS. Ah oui, ok. Donc la VHS, c'est un peu le film maintenant, quoi. On pouvait se filmer, on découvrait quoi, on découvrait la VHS. Ok.
où d'un coup, on découvrait le fait qu'on pouvait nous-mêmes faire des films. Mhm. Donc j'ai commencé à faire ça. Je faisais des vêtements, je faisais pas mal de choses diverses et Mais variées. donc, rien à voir avec le Avec dessin, ça, l'aventure ouais. que tu fais maintenant, quoi. Alors rien à voir, c'est pas si sûr. Ah ouais? Non, parce que je fais quand même pas mal de... Je fais aussi des performances parfois, des installations, je suis parfois lié au cabaret. Non, tout est complémentaire. Ok. Ouais, c'est- Après, chaque personne peut avoir une vision particulière de mon travail, mais après, moi j'ai plein de directions. Mhm. Oui, c'est sûr, bah, je fais des plexiglas aussi. Voilà, puis j'ai un moment donné, j'ai réalisé des films avec des chorégraphes, avec des performeurs. Enfin bon, voilà, du coup, performeuses aussi. Donc, non, cette période m'a beaucoup. J'ai beaucoup nourri de cette période en vérité, mais je m'en suis rendu compte plus tard. Ok. Mais peut-être, parce que là on commence à parler un petit peu aussi de tout ce que tu fais, etc. Et tout ce que... Mais peut-être d'où t'es parti au niveau de l'art. Est-ce que t'as touché d'abord à... Enfin, parce que là tu parlais de ce que tu avais fait aux Beaux-Arts, mais avant d'arriver aux Beaux-Arts, comment t'as su que tu voulais faire de l'art? Est-ce qu'il y a quelque chose que t'as testé que... Moi, j'ai un parcours un peu particulier parce que c'est un pote qui m'a proposé de l'accompagner pour passer le concours. Ok, ah c'est drôle ça. Ah c'est super atypique. Donc du coup, j'ai dit ok, parce que je pouvais dire oui comme non à l'époque. Et puis, c'était en septembre, donc j'avais raté mon bac. Il m'a rappelé en me disant que t'es toujours ok, je dis oui. Et là, je me suis dit, voilà, il va vite falloir que je... Bref, finalement, je l'ai accompagné, il l'a pas eu et je l'ai eu. Parce que c'est quoi le concours? Ça consiste en quoi, ce concours-là? À l'époque, qu'est-ce que ça consistait? Ça, je sais pas, c'est une forme de casting, j'ai l'impression. Mais tu présentais des œuvres, ou alors tu faisais des œuvres, ou alors... Alors, le concours en soi, il y avait un concours de dessin. On devait dessiner des volumes. Autant dire que c'était nul. Il y avait... Alors moi, j'avais pas fait de philo et tout ça, donc voilà, le sujet, je pense que je dis n'importe quoi. Mais tu l'as eu quand même. Après tu l'as vu quand même, donc... Oui, non, mais j'ai dû dire des marche. phrases que je lisais, un peu toutes faites, enfin, que j'ai dû m'inspirer de choses comme ça, mais je sais même pas ce que c'est, j'ai aucun souvenir du sujet. Et après, on montrait un dossier personnel. Ok. Dossier personnel, j'avais un peu ce que j'avais fait à l'époque, on faisait des dessins de lettres, des choses comme ça. Et puis j'avais fait pas mal de petites choses pour, au dernier moment, un peu. Quand j'étais à la montagne, j'ai dessiné des montagnes, quoi. Ok. Mais voilà, moi j'y suis allé, j'avais un petit carton, un dessin. Enfin, j'avais aucune. Enfin, je pensais pas du tout que je serais pris, quoi. Ouais. Ah, C'est c'est marrant. drôle. Mais donc du coup, avant le concours, Ouais. t'avais quand même une appétence. Enfin. C'est-à-dire que euh, l'enseignement que j'ai eu, qui était un enseignement d'art graphique et d'imprimerie, Ouais. on avait quand même une heure, on avait quand même tout le samedi matin en histoire de l'art. Ok. Ok. Et dessin de lettres. Donc on était quand même, on avait une approche artistique. Ok. Ok. Ok, ça marche. Ok. Du coup, voilà, effectivement, j'avais une forme de bagage, on va dire. Mais c'est marrant parce qu'en fait, en soi, c'était pas nécessairement ta vocation de faire les beaux-arts. En fait, c'est un peu. Moi, arrivé. j'avais pas de vocation du tout. Donc c'est arrivé. Je savais pas quoi faire. Rien me plaisait. C'est Ouais. marrant. Et juste que ton pote il t'a dit let's go. Mais oui, mais parce que, je sais pas, dans ces périodes-là, on est assez maniable et voilà. Ouais. On se pose pas trop de questions, on se dit bah ouais, si tu veux, puis voilà. Mais s'il m'en avait pas parlé, s'il m'avait pas proposé, j'aurais jamais fait mes écoles. Oui, je suis pas dans le fonctionnement comme maintenant, les gens font des prépas, des machins. Ouais. Mais à l'époque, il n'y avait pas vraiment de prépa. Du coup, il y a des gens qui arrivaient de CAP, BEP, technique, il y avait des gens qui avaient fait des écoles de médecine. Ah ouais. Parce que l'âge, dans mon souvenir, c'était 17-35 à peu près. Ah ouais. Dans les étudiants. Ouais, enfin qui prenaient. Ok. Mais la grande majorité, c'était quand même De ton âge. 19, 18, 22 ans.
C'était la première journée. Ouais. Mais il y en a quand même. Mais il y avait des gens plus jeunes et des gens plus âgés, ouais. Et puis, Ah oui, ça brassait pas mal de monde. ouais, parce que moi j'ai un pote, je crois qu'il est rentré à 16 ans. Il est rentré tout. Ok. Je sais, mais du coup, il avait pas le bac. Non. Parce qu'en fait, du coup, je savais pas qu'on n'avait pas besoin d'avoir le bac pour rentrer. Non, je sais plus à quel moment. Peut-être qu'aujourd'hui aussi, comme. Ah oui, oui, bah oui. Oui, mais C'est obligatoire. alors tu peux rentrer avec il y a une forme d'équivalence Ah ok. qu'ils demandent. Ok. Ah, je Mais sais. à l'époque, non, il n'y avait pas du tout. Donc, pour compléter ce truc-là, donc comme on a compris que c'était pas vraiment ta vocation à la base, est-ce que tu as grandi dans un milieu, enfin ta famille, qui t'a poussé vers Non. des études? Non, mais en fait, moi je dessinais, j'aimais bien dessiner. Ok, Donc en fait, je dessinais. ok. Je dessinais beaucoup, je me souviens que quand je devais être, je sais pas, à la 5e, enfin je m'ennuyais beaucoup, donc je dessinais des arbres et des montagnes sur les tables. Ok. Donc je dessinais beaucoup. Je sais pas pourquoi, parce que ça m'évitait de m'ennuyer. Mais j'ai pas à un moment donné pensé que ça pouvait être vu comme un métier. Mhm. Et justement, ta famille, est-ce qu'elle te poussait à faire de l'art ou, enfin, il n'y avait pas d'appétence particulière de la part de ta famille avec l'art? Et comment ils ont vu, par exemple, le fait que tu fasses de l'art? Est-ce qu'ils n'avaient pas peur au début C'était les beaux-arts. Ouais. Après, moi, j'ai une partie de ma famille qui est plutôt orientée sur l'architecture. Donc, bon, Ok. voilà. Même si c'est un milieu très populaire, mais il y avait une partie comme ça qui était orientée vers une autre partie qui était plus bourgeoise et qui était sur l'architecture. Donc, non, mais les beaux-arts, ils savaient ce que c'était. Ok. J'étais surpris que t'ailles là-dedans. j'ai été accepté, quoi. Ah, Bah, est-ce que t'as été accepté? Oui, parce que j'ai regardé le bac, je comprenais pas trop. Bah ouais. Mais du coup, une fois que t'as été accepté là-dedans, ils t'ont encouragé là-dedans ou ils étaient un peu. Ils avaient un peu peur ou non? Non. Ok. Non, non, je pense pas. Non, C'est oui, comme ils t'ont n'importe laissé quel faire, ils t'ont fait les autres. étudiante ou étudiant qui va en fac, moi je suis allé au Beaux-Arts. Ouais. Ok. Non, mais oui, mais c'est. Ouais. Moi je pensais que c'était bien parce que je pensais que j'avais entendu que les Beaux-Arts on faisait pas grand chose, donc j'étais content. Tu vois. J'avais dit, bah c'est super, je vais rien faire, tu vois. Mais rien. Et bon, la première année j'ai un peu merdé, mais ils m'ont récupéré et après. Et je pense que j'ai réellement compris cette question-là à partir de la 3e année. J'avais déjà, parce qu'à l'époque au Beaux-Arts, on faisait 2 premières années, Ok. et après il y avait 2 autres années en publicité ou 3 ans en art. J'ai pris l'art parce que j'avais déjà fait une école d'imprimerie, on avait un peu touché à tout ça. Et je pense que c'est à la fin de la 3e année où j'ai vraiment compris l'importance. Où là, on peut dire que j'ai commencé à comprendre, mais il m'a fallu du temps. Je ne suis pas. Ok. Ok, c'est C'est intéressant. intéressant. C'est comme ça, c'est pour ça que parfois c'est bien aussi de laisser un peu du temps aux gens. Mhm. Peut-être c'est un peu le problème Mhm. de mettre systématiquement les jeunes générations sous Ouais, pression. tout de suite, ouais. En disant bah, tu fais les beaux-arts, il faut. Alors qu'en fait, et d'ailleurs il y a plein de gens qui. Bon, ça ne peut pas encore, mais à partir de la 2e année, ça ne leur convenait pas, ils faisaient autre Et chose. ils partent, ouais. Il y en a même qui changent. Après, il y en a d'autres qui changeaient d'école. C'était assez souple. Ouais. Bon, moi j'étais là-bas, j'avais trouvé un rythme de vie qui me convenait. C'était en plus une qui n'était pas chère, donc. Mais à ce moment-là, c'était beaucoup moins cher. Donc, Mhm. Ouais. j'avais une petite bourse, je pouvais me débrouiller, quoi. Est-ce que c'est à partir de. Donc, est-ce que tu dirais que c'est à partir de la 3e année que tu as développé un style ou une vision? Bah, c'est là où j'ai commencé un parcours qu'on peut qualifier d'artistique. Ok. Non, pas avant. Ok. Et est-ce que tu pourrais nous parler justement de. Aujourd'hui, la vision que tu as de ton art, ta démarche en fait artistique et ce que tu veux exprimer par ton art? Oula. C'est une grosse question.
Oui, oui, c'est une grosse question. Il y a plusieurs réponses. Je ne sais pas comment. Bah, je pense que un travail artistique, il est lié à ce qu'on vit au quotidien, comment on le ressent. Donc c'est un mélange d'émotions, de sentiments, et puis de regard sur l'extérieur. Donc pour moi, ce serait plutôt un va-et-vient entre ce qu'on peut éprouver sur ce qu'on peut vivre à l'extérieur et puis de manière à l'intérieur de soi plus intime. Ok. Donc ça serait plutôt un espace entre les deux qu'on essaye de compléter, de remplir, plutôt un positionnement. Ok. Ok. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler justement de ce que tu cherches à exprimer via tes œuvres? Ou il n'y a pas d'expression? Tu cherches pas à Enfin, tu exprimer. cherches pas à exprimer. C'est compliqué, je sais pas, c'est à la fois compliqué et simple. C'est-à-dire que je pense que, enfin, j'ai l'impression que pour moi, ce qui s'est passé comme ça, c'est à un moment donné où on est un peu dans une sorte de zone qu'on qualifierait d'une forme de liberté et qui fait que on se pose plus de questions et on fait les choses. Et après, une fois que les choses sont faites, on peut se questionner en se disant est-ce que, je sais pas, est-ce que c'est un intérêt, est-ce que, voilà, on peut chercher à se positionner sur ce qu'on a fait, mais je pense que c'est important de se donner cette liberté d'action. Mais cette liberté d'action, elle peut effectivement être guidée par des messages, des idées, des envies, des réactions. Ok. Donc c'est un mélange. C'est un peu ce que j'exprimais un petit peu avant. Ok. Après, il y a aussi l'histoire parfois de la commande, où on commande des choses, j'aime bien ça. Et là, la commande, c'est encore autre chose. C'est qu'il faut trouver le moment de rencontre et d'arriver à faire un travail où chacun s'y retrouve. Quand tu dis commande, c'est-à-dire que quelqu'un commande une œuvre. Voilà. Il te dit Alors, je veux. c'est pas forcément une œuvre, tout n'est pas forcément une œuvre, mais ça peut être, oui, on peut commander une image, on commande un travail, on commande un. Ok. Enfin, toi, Ouais. c'est la commande en général. Ok. C'est pas forcément lié à une œuvre, c'est lié à un travail qu'on te demande en rapport à ce que toi tu as réussi, ce qu'on a réalisé auparavant. Ils s'appuient sur ça et ils ont envie de demander des choses. On sait que tu as fait l'affiche du film de l'Inconnu du lac. Ouais. Tu peux nous parler justement de quel a été le processus pour Le processus, c'est une vraie collaboration avec le directeur artistique du film, Roy Gentil, c'est celui qui m'a contacté. Et puis donc Alain Guéraudy qui est venu avec lui. Et ils avaient déjà des idées très précises sur ce qui voulait figurer sur l'affiche. Ils avaient déjà un rough. Et puis ils sont arrivés avec des éléments de mon travail. Et ils voulaient justement faire une mixte. C'est vraiment un mix en fait. Ok. Un mix entre deux univers, le leur. Et ce qui était très bien, c'est qu'ils étaient très précis sur ce qu'ils voulaient. Et donc ça c'est important. Et plus les gens arrivent avec des éléments, plus c'est important parce que du coup on ne perd pas du temps. Sauf dans le cas où on demanderait une forme de carte blanche. Ouais. Mais c'est possible aussi, c'est-à-dire que la carte blanche, c'est on fait appel à tant qu'artiste et puis en rapport à notre travail, on demande. Voilà. Après, il y a dans le cas d'une affiche, c'est quand même différent parce qu'il y a beaucoup de gens qui interviennent financièrement sur la production, la diffusion. Ça doit promouvoir un travail, promouvoir l'univers aussi à un moment donné, là pour le coup, d'un cinéaste. Donc il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte et c'est pas toujours simple. Voilà. Mais là, ça s'est plutôt passé rapidement et plutôt bien. Ok. Et est-ce que tu pourrais nous parler à partir de quand tu as réussi à vivre de ton art? Oula. Comment ça s'est passé en fait? Parce que quand tu es arrivé à Paris, est-ce que tu as directement pu vivre grâce à ton art ou tu as dû faire des jobs alimentaires à côté? Je pense que quand je suis arrivé à Paris, je voulais pas du tout être artiste. Ok. Ah ouais?
Disons que j'ai fait les beaux-arts. Enfin, on peut faire les beaux-arts, ne pas vouloir être artiste. Oui, Il y a c'est plein de vrai. gens qui sont passés par les beaux-arts et qui sont directeurs artistiques, Oui, c'est vrai. directrices, ou qui font d'autres choses. Enfin, Bah oui. Oui, c'est vrai. c'est pas... Moi, je trouvais que les beaux-arts, c'était important parce que ça m'avait permis d'apprendre des choses, de me situer. Et ça me donnait des outils. Et en fait, la complexité, c'était de prendre ces outils et de pouvoir en faire quelque chose. Et de tomber dans une structure qui permette de faire quelque chose. Et parce que moi, je voulais gagner ma vie, je voulais être autonome, donc je voyais pas forcément les choses comme être... voilà, je n'avais pas du tout envie de faire une forme de parcours ou de carrière autour d'un concept, d'une idée artistique. Moi, ce que je voulais, c'était gagner ma vie, rencontrer des gens. Donc du coup, j'ai pu le faire, là, par rencontre. Je suis devenu graphiste Ok. dans une structure. Donc j'ai dû apprendre l'ordinateur, une fois que c'était terrible. Que j'avais jamais touché un ordinateur de ma vie. Ah, parce que c'était déjà sur ordinateur que vous faisiez du graphisme? Ouais. Non, tu faisais les dessins à la main. Non. C'était déjà sur ordinateur. Ouais. Et puis c'était pas les dessins, c'était des maquettes. Ok. C'était du graphisme, c'était de la mise en page. Ok. Mais je faisais aussi des illustrations que je pouvais Ok. faire scanner. Bien sûr, il y avait un scan. Voilà. Mais qui coûtait, d'ailleurs à l'époque, ça coûtait très cher aussi. Où on faisait scanner. Enfin bon, c'est tout. C'est marrant. Faut remettre dans, Bah oui. dans un forme de contexte. J'avais mon premier ordinateur, c'était le tout petit là. Puis il m'avait mis un écran beaucoup plus grand, mais qui était en noir et blanc. Ah. Je passais une petite, enfin c'était tout un truc. Mais bon, voilà. Puis c'était complexe. Soit PageMaker, c'était vraiment compliqué. Surtout que quand on n'a pas touché un ordinateur de sa vie, c'est compliqué Ouais. de comprendre. Maintenant c'est très simple parce que ça c'est un peu simplifié. N'importe quel gamin peut faire des trucs. Ouais, c'est ça, peut-être qu'avant c'était plus dur aussi un ordinateur. Oui, puis c'était. Ouais. Ouais, à apprendre, quoi. Mhm. Donc voilà, ça a permis de gagner ma vie et de pouvoir. Alors après, je continuais à faire des choses moi-même. Et voilà, et puis par rencontre, j'ai monté une maison d'édition qui s'appelait Les Quatre Mères. Les Quatre Mères. Les quatre mères. Ouais. Comment t'écris mère? MERS. Ok. Ah, Donc l'océan, quoi. Voilà, Les Quatre Mères. ok. Et pourquoi? Et en fait, pareil, c'est une rencontre de quartier. Un artiste s'appelle Guillaume Dégé, et puis qui m'a proposé, alors, dans une librairie où on allait tout le temps, de monter une maison d'édition où on imprimerait donc les ouvrages à Pékin. Ok, Voilà. d'où Tom Ça de me fait Pékin. qu'un. Ok. Parce que du coup, à la base, ton prénom c'est Tom? Non, du tout. Non, En pas fait, du tout. Tom, c'est lié à Tom of Finland, Ouais, oui. illustrateur Tom of Finland. Ouais. Et Pékin, c'est lié à mon parcours éditorial. Et l'idée, et Pékin, c'était aussi, bon maintenant c'est moins connu, mais Pékin, c'était un peu quelqu'un de pas très malin. Et vous? On disait le Pékin moyen. Ah ouais? Voilà, c'était un peu le bisu à l'armée, enfin Ah il y avait ouais, plein de ok. termes comme ça, et il y avait le Pékin, quoi. Ok. Donc, après, c'était des jeux de mots, c'était une blague. Ok. Je pensais. Bon, ça, je l'ai fait après l'année où la maison d'édition s'est arrêtée. Ok. Parce que la maison d'édition a duré de 94 à 2000 à peu près. Donc, cette maison d'édition m'a permis d'être à fond dans l'édition, de faire les salons, les salons d'édition. Et puis, comme j'avais cette. Comment dire, possibilité de faire de la mise en page et du graphisme, ça fonctionne bien. Et voilà. Du coup, ça m'a remis. En fait, ce travail m'a ramené en fait, aux deux formations que j'avais eues avant. La formation d'imprimerie et la formation de. Je ne me rendais pas compte
que finalement j'avais fait plein de choses qui pouvaient me servir. C'est- Et c'était plein de choses dont je voulais totalement presque fuir. Ah ouais? Et finalement, ça m'a été très utile. Tu voulais fuir ce que tu avais Oui, parce que j'avais toujours envie de faire des choses différentes. Ah ouais, parce Mais qu'une fois que c'est après, fait, c'est fait quoi. Il n'y a plus de nouveautés, donc c'est plus Bah, intéressant, c'est ça? Ouais, je sais pas trop. C'était après, ça s'est fait. En fait, c'est comme si on a une palette de choses et puis en rapport aux rencontres, on prend un peu ce qu'on a sur cette palette et puis Ok. on essaye de faire quelque chose. Ok. Le tome de c'est Pékin, il est né dans les années 2000 à peu près. Ouais, 2000. Ok. Puis 2000. En 2000, ok. Ouais. Ok. C'était charnière. Et comment t'as commencé du coup en tant que tome de Pékin? Qu'est-ce que Alors, Tom de Pékin, donc, comment expliquer? En fait, en fin 90, il y a eu l'arrivée de la pré-thérapie. Donc les gens ne mourraient plus du VIH. Il faut savoir que j'ai vécu toutes ces années. Et j'ai eu envie de faire de l'édition très orientée PD, mais qui soit totalement ludique. Parce que je voulais ramener un peu de l'humour dans nos sexualités. Un peu de dérision, voilà. Parce que ce qu'on avait vécu, ça avait été assez traumatisant et ça nous avait remis dans une position de martyr. Alors que dans les années 70, il y avait eu cette volonté de s'en sortir. Et le VIH a tout chamboulé. Du coup, voilà, j'ai fait une petite édition comme ça, mais vraiment c'était pour le joke, mais fait sérieusement. Très peu d'images, et où je m'étais réapproprié de l'iconographie de propagande chinoise, parce que en fait quand j'allais à Pékin, j'avais pu voir ça, pour me fournir aussi des éditions. Et voilà, puis l'idée c'était si on met du D-sex à la place des arbres, Qu'est-ce qu'est-ce que ça raconte, est-ce que c'est... Voilà. Ah, c'est top. C'est un peu un travail sur la question de propagande, quoi. Est-ce que ça devient une propagande gay? Est-ce que c'est ce qu'est la propagande en général? Ok. Surtout que souvent, dans les propagandes liées dictature, c'est souvent des personnes jeunes qui sont plutôt, qui sont une espèce de, c'est un peu un corps sain, voilà, qui est utilisé et avec un peu de jeunisme. Et du coup, voilà, je voulais un peu détourner tout ça. Mais c'est, en fait, c'est assez drôle parce que j'ai appris beaucoup plus tardivement que la propagande donc maoïste était directement inspirée de la propagande russe. Ah, ça m'étonne pas. Et la propagande russe est directement liée aux peintres pompiers français. Oh, quoi, pardon? Aux peintres pompiers français. C'est quoi? C'est quoi? Les peintres pompiers? Mhm. Alors les pompiers, ce qu'on appelle les pompiers, c'est les peintres du 19e Ok. qui sont... voilà, c'est un peu pompier, c'est-à-dire qu'ils reprennent décors grecs, romains, mise en scène. On voit beaucoup ça, Ah! de grandes peintures, Ok. avec beaucoup de théâtralité. Ah oui, c'est Ok. beaucoup des œuvres connues en fait en peinture. Et Oui, oui. il y en a beaucoup les gars. Oui, alors, voilà, après, quand on dit peintre pompier, c'est un peu péjoratif. Ok. Ah. En rapport à une peinture voilà, beaucoup plus avant-gardiste. Ok. Enfin, le peintre pompier, c'est voilà, un peu une peinture qui était très installée dans le milieu bourgeois et qui reprenait toujours des codes comme ça du corps grec, romain. C'est-à-dire qu'on pouvait montrer de la nudité en montrant entre guillemets des orgies romaines, mais on ne pouvait pas montrer une nudité qui soit contemporaine. Là, tout de suite, ça faisait scandale. On a montré une nudité qui Voilà. était normée. Un peu. Et comme, je dis pas de bêtises, Staline, lui, il était vraiment contre tout ce qui était peinture d'avant-garde. Les parents ont été soit arrêtés, soit massacrés, tués. Et lui, ce qu'il voulait, c'était vraiment une peinture voilà, très conventionnelle. Du coup, c'est assez intéressant que moi, j'ai fait une espèce d'aller-retour sans réellement le vouloir. Parce que voilà, parfois on fait des choses et on comprend après.
pourquoi on les a fait, ou après on efface, ça c'est le temps. Après on efface aussi, on peut être face aussi à des contradictions, des choses auxquelles on a pensé à un moment donné et qui sont peut-être plus en accord avec ce que les gens peuvent penser maintenant. Mais c'est intéressant, enfin, moi je trouve que c'est intéressant parce que ça montre que les choses bougent, voilà, puis voilà, donc ça c'est une petite chose que j'ai faite et qui a eu beaucoup de... C'était rien, hein, c'est une petite édition, mais j'avais... Tu l'as encore avec toi? Oui, je l'ai, ouais. Je l'ai entendu tout à l'heure. Oui. Et donc en fait, j'avais comme voisin le dessinateur Willem, qui est un dessinateur très politique, de Libération, et à qui on fournissait toujours nos livres qu'on faisait avec la maison d'édition. Et puis moi, du coup, je lui ai passé cet ouvrage en sérigraphie qui avait été imprimé par un éditeur qui était plutôt dans le graphe-zine. La maison d'édition s'appelait C'est Beau. Vous voyez ce que c'est le graphe-zine? Bah, c'est des fanzines. Voilà, c'est une sorte de fanzine qui était... qui partait un peu d'une forme de graphisme assez, on pourrait dire un peu punk. Okay. Et souvent c'était fait en sérigraphie parce que c'était une technique qui était pas chère si on avait la possibilité pour le faire. Voilà. Et donc, tu comprends pas. Non, je vois pas ce que je te montrerai ça. Et du coup, ça c'est des éditeurs que j'avais pu rencontrer quand je faisais les salons. Mais voilà, moi j'ai fait ça, et donc quand Willem il en a parlé dans sa chronique dans Libération, là il y a plein de gens qui m'ont contacté, qui voulaient rencontrer. Ils ont été un peu étonnés par ma taille, parce qu'ils faisaient un lien entre chinois petits. Ah oui, ok. Alors qu'à Pékin, les gens sont plutôt grands. Les gens sont plutôt grands, à Pékin c'est plus dans le... Je crois qu'ils sont petits. Ouais, bon après... Et voilà, ça se fait comme ça. Et ce qui a été intéressant, c'est que j'ai tout de suite été contacté et du coup baigné dans un univers militant. Et je suis devenu à ce moment-là, on m'a demandé de participer à beaucoup de choses sur du coup, la sexualité, la prévention, pas que. Et c'est comme si en quelque sorte... par mon travail, je devenais allié de ces préoccupations. Donc ça m'a permis de rejoindre un milieu beaucoup plus militant. Même si je pense que j'ai toujours été, en fait, un peu. Mais ça s'est jamais beaucoup affirmé, pour des raisons personnelles. Et voilà. Du coup, là, j'étais dans une période charnière de ma vie. Du coup, je suis parti à fond. Trop bien. Et du coup, c'est comme ça que j'ai participé à plein de choses. Puis c'était une période de 2000 à 2010 où la notion d'allié était très importante et on était dans un petit réseau et on se connaissait un peu tous. Et du coup, ça liait le cinéma, tout quoi, le graphisme, le dessin, la performance, le cabaret. Donc en fait, c'est vraiment à partir de... Enfin, quand Tom de Pékin est né, il est né pour faire de l'art militant en fait. Enfin, Non, il est pas du tout encore. Non, pourtant, tu me dis que la première sérigraphie que tu as faite, c'est... Oui, mais en fait, il n'est pas né pour ça. Ok. Ça a créé des rencontres. Okay. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu fais un truc qui est super important pour toi de le faire. C'est un non-choix, tu le fais. Et après, il y a des événements qui vont t'emmener à rencontrer. Mais comme j'ai un petit peu expliqué, voilà, moi j'ai beaucoup fait de collaboration, je continue à en faire. Et c'est comme ça que ça me permet de rencontrer des univers différents, des gens différents. Mais au départ, j'ai pas fait ça dans un but... Je ne pensais même pas que ça allait intéresser qui que ce soit. Je veux dire, c'était un truc, peu d'exemplaires, 2 points de vente. Sauf que, par le biais de ces petites micro-images dans eBay, il y a plein de gens qui ont voulu savoir qui j'étais et qui avaient l'impression de connaître mon travail depuis 10 ans. Ce qui n'est évidemment pas le cas, puisque ça datait de quelques mois.
voire 2. Mais j'avais mis le doigt sur quelque chose que les gens avaient déjà construit dans leur tête. Et donc qu'ils avaient l'habitude de connaître parce qu'ils l'avaient construit eux-mêmes. Et donc du coup, quand je l'ai fait, comme eux auraient pu le faire, et ben voilà, ça répondait à une attente. Ouais, ça leur parlait. C'est Ok. comme ça. À un moment donné, c'est ça que je me suis rendu compte avec mon travail, c'est qu'à un moment donné, c'est la force des images, on peut faire des images ou le travail qui, à un moment donné, il y a un truc qui se passe. Et c'est un peu après ce qui s'est passé avec la fiche de l'inconnu du lac, pour d'autres raisons, hein, pour des raisons de ce qui se passait à cette époque-là. Enfin. Mais, et qui fait qu'à un moment donné, les gens ont associé à ce travail. Donc, Mais donc du coup là tu dis que ton art, a priori tu n'avais pas vocation à ce qu'il soit engagé, mais donc quand même là dans les faits, est-ce que tu le considères engagé, et si oui sur quels aspects ou, enfin, du moment où ça m'a été défini comme tel, j'ai évidemment accepté. Ouais. Et oui. Mais après, c'est compliqué. C'est de toute façon une forme d'engagement qu'on fait pour soi-même. Ouais, c'est-à-dire c'est forcément un art, entre guillemets, engagé, mais pour soi, pas pour les autres, puisqu'on ne sait pas... C'est pour ça que je dis, à un moment donné, on fait quelque chose, on fait un travail, on n'a pas d'autre choix que de le faire, parce qu'on a besoin de le faire. Donc on fait. Mais après, la réception, on ne peut pas le savoir. Si, on ne fait même pas en pensant que qu'il va y avoir un retour. Malgré... Donc oui, c'est une forme d'engagement pour soi-même, mais on ne peut pas voir ça comme un engagement général qui pourrait toucher les gens, parce qu'on ne sait pas. On fait plein de choses comme ça qui sont importantes, sauf que là, il y a une réponse, il y a un retour incroyable. Et parce qu'il y avait un besoin de ça, il y avait un besoin de mettre de l'humour dans nos sexualités à ce moment-là. Et comme moi, je venais d'un travail d'édition où on était quand même beaucoup inspiré sur cette histoire de décalage entre le texte et l'image, et comment on peut changer une image avec une phrase. Enfin, voilà, c'est beaucoup dans le décalage qui pouvait venir, je sais pas, il y a toute une affiliation d'Anaïs sur Alice, situationniste, enfin voilà, il y a toute une affiliation. C'est notre La prof va être contente. Non mais voilà, donc du coup, ça... c'est... Toi, tu dirais que tu as des inspirations de ces... Ben c'est pas une inspiration, c'est de la nourriture. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est en toi. Je sais pas, c'est comme quand on travaille sur un sujet, à un moment donné, ce sujet, voilà, il te suit, il t'appartient. C'est les fameux outils des beaux-arts aussi. Oui, alors après, c'était pas que les beaux-arts, c'était l'expérience éditoriale, les rencontres. Je sais pas, il y a eu plein de moments comme ça, qui ont été importants dans ma vie, qui sont liés justement. Voilà. Je pense que j'étais, et puis je peux encore l'être, un très bon suiveur, c'est-à-dire quelqu'un qui à un moment donné, parce qu'il faut remplir un vide, tu suis les gens. Bah, typiquement les beaux-arts, vraiment là l'exemple parfait. Tu suis les gens, mais après voilà, tu suis pas non plus aveuglément n'importe qui, c'est parce que ça t'intéresse. Est-ce que tu peux nous parler justement des personnes militantes avec qui tu as notamment travaillé dans ces années-là, des projets en fait que tu as pu... Oui, il y a eu plusieurs, mais moi j'étais assez proche des Panthères Roses. Ok. Voilà. C'était à Paris ça? Ouais, bien sûr. Les Panthères Roses c'était Paris, Montréal et puis Lisbonne. Ok. Et voilà, j'étais assez proche d'eux. C'était un mouvement qui était très... qui basait vraiment son militantisme sur la mixité. Et voilà, qui était sur la question du sexisme, sur la question racisée, elle prenait tout en compte. Ok. Et ça, je ne sais pas, moi quand je les ai connus, ça devait être autour de 2003. Ok. Voilà. Et il y a un autre fait qui a été important, c'est que lié à ce fameux travail, donc je fais une rencontre avec
une personne qui est un très grand ami, qui avait un personnage maintenant on dirait le stand-up, enfin bon, c'était pas stand-up, le café-théâtre, qui s'appelait Madame H, et qui avait fait partie des gens qui avaient relancé les universités d'été des homosexualités à Marseille. Je connais pas. Ça c'était... Alors, les universités, les premières années, ça a été, je pense, 79. Voilà, avec les gens du GLH, les militants qui avaient organisé ça à Marseille. Et je pense que ça s'est arrêté lorsque le VIH a pris toute sa place. Donc, je pense que ça a été, je sais pas, j'ai plus la date, mais dans les années 80. Ok. Et puis, justement, après l'arrivée de qui a changé beaucoup de choses, ça c'est reparti fin des années 90. Parce qu'il y avait quand même toujours une histoire d'homophobie, importante, transphobie également. Et donc il y avait cette volonté de... Et puis c'était aussi une période où les personnes très politisées avaient besoin de se retrouver, alors plutôt de gauche, avaient besoin de se retrouver, parce qu'ils n'étaient pas forcément suivis dans leur propre parti. En tout cas, ils voulaient que les choses... Il fallait construire des choses. Bon, ça dépendait quel parti. En tout cas, ils voulaient vraiment avancer là-dessus. C'était pas forcément la priorité qu'il pouvait y avoir dans leur parti politique. Donc du coup, on se retrouvait tous là-bas. Il pouvait y avoir 400, 700 personnes. Et il y avait beaucoup de gens qui venaient de l'étranger. Et en fait, moi, c'est donc cet ami qui m'a proposé de faire une exposition, je pense que c'était en 2002. Donc j'ai fait une exposition là-bas. Voilà. Ça a changé ma vie. C'était rémunéré cette exposition-là? Non. On était logé. Ok. Et puis c'était participatif. Dans le but. Mais ça m'a pas plu parce que je trouvais pas ça intéressant qu'en tant qu'artiste on expose. Je trouvais que ça mettait dans une forme de statut d'artiste qui me déplaisait. Posture d'artiste qui me déplaisait plutôt. Alors que partout, il y avait des ateliers. Et donc l'année d'après, je me suis engagé. Et mon idée, c'était de faire des workshops partout. Que les artistes qui viennent fassent des workshops avec les intervenantes, les intervenants. Plutôt que d'exposer... Voilà, donc je trouvais que ça n'avait pas de sens. Voilà, pour que ça soit au même niveau. C'est ce qu'on a mis en place avec l'équipe. Je ne sais pas mis en place ça tout seul. Et ça a été vraiment des moments importants. Donc là, j'ai rencontré plein de personnes à ce moment-là avec lesquelles je suis encore très ami. Et j'ai fait ça pendant 3 ans. Trop bien. Ça m'a beaucoup... J'avais pas eu de... J'avais essayé dans le milieu associatif, mais je n'étais pas resté dans les années 90. Mais voilà, là je trouvais que j'avais ma place, je savais quoi faire. J'avais peut-être aussi une forme de maturité qui pouvait me permettre de faire ça. Et donc c'était une belle expérience. J'ai l'impression, déjà vis-à-vis de ça, mais vis-à-vis aussi par exemple de quand tu as pris Kylian, est-ce que c'est important pour toi cette notion de transmission aussi Oui. Parce que du coup, tu fais des workshops, tu disais, avec des personnes qui sont pas forcément des artistes. Tu as pris Kylian en stage pendant 6 mois. Non, pas pendant 6 mois, 15 jours. Son stage, c'était que 15 jours? Oui. Mais je croyais que c'était un stage de fin d'études. Oui. Nous, c'est 6 mois. Mais... 6 mois, le stage de fin d'études. Ouais, mais on peut Ah oui, ok. Carrément. Okay. Mais en tout cas... Bien c'est pour 15 jours. Ah bah oui. C'est beaucoup. Oui, mais du coup, est-ce que tu veux parler un petit peu de ça, cette notion de transmission? Pour toi, est-ce que c'est important C'est-à-dire que, oui, alors, moi, la transmission, pour moi, c'est important parce que ça m'a beaucoup manqué. Ok. Ah, toi, personnellement? Voilà, je pense que mais j'en suis aussi responsable. Mais il n'y avait pas les moyens de communication de maintenant, donc je passais à côté de beaucoup de choses.
Et puis le VIH prenant tellement de place qu'il y avait un vrai chaînon manquant. Et que finalement j'ai pu découvrir, enfin, justement début des années 2000, via les UH, que j'ai rencontré plein de gens. Et voilà, j'ai pu comprendre ce que c'était le phare, ce que c'était le GLH, j'ai pu comprendre tout ce qu'étaient ces mouvements militants, ce que c'était la militance, qu'est-ce que ça nous avait apporté. Et c'est comme si je constituais une sorte de puzzle où il manquait quand même beaucoup de choses. Donc ça m'a permis de rencontrer des gens extraordinaires. Ouais. Et puis, oui, sur la question du genre, sur la question trans, ça a été super important. Parce que, enfin, moi j'avais une approche sur la question, autour de la transidentité, parce que quand je suis arrivé à Paris, j'ai vécu dans une rue de travail du sexe, trans et travesti. Donc voilà, ces gens-là, enfin ces personnes, ces personnalités, je les croisais tout le temps, et puis on sympathisait, et puis voilà. Mais puis je l'avais aussi beaucoup en rapport à mes lectures. Mais cette question politique a pris beaucoup d'importance aux UH, quoi. Parce que là, j'ai vraiment rencontré des personnes militantes. Et autour du genre, donc du coup, ça a donné une impulsion très forte. Je pense que ça a bousculé beaucoup de choses, donc c'était bien. Mais même sur la question du féminisme, bah oui, c'est pour un garçon, là, qui est élevé comme un garçon. On a plein de choses dont on n'est pas conscient. Tellement. Et qu'il faut tellement travailler dessus tous les C'est jours. vrai. Et encore toujours, parce que c'est des choses qui sont tellement intégrées que, voilà. Mais voilà, ça a été bien, ça a été un terrain important de rencontres. Trop bien, merci beaucoup. Je trouve ça super intéressant et je trouve ça fou que tu aies cette mentalité-là à ton âge, même si j'ai pas envie de faire de discrimination vis-à-vis de l'âge, mais c'est juste que pour prendre le comparatif, t'as l'âge de mes grands-parents et qui n'ont absolument pas. Attends, mais t'as quel âge? Il faut faire les calculs. Ah ouais, l'âge de tes grands-parents? Ah non, mes grands-parents ils sont plus âgés quoi. Bah, du côté de ma mère, ils sont plus jeunes et du côté de mon père, ok. ils sont plus âgés. Ah ok. Mais du coup, ils sont pas du tout c'est pas du tout au fait de ces choses-là, de ces questions-là. Moi, pour le coup, vraiment, c'est des personnes qui ont grandi à la campagne. Mais même quand tu grandis pas à la campagne, hier c'était l'anniversaire de ma maman hier et il y avait plein de personnes de ton âge du coup qui voilà. Et il y avait plein de remarques hyper sexistes, hyper misogynes, mais ça m'a énervée d'entendre ça, mais moi je suis contente de voir aussi des personnes qui est-ce que c'était une déconstruction à un moment donné, ou tu dirais que tu l'avais toujours un petit peu quelque part aussi en tête, tous ces... Non, je pense que déjà il y avait un terrain. Ouais. Il y avait un terrain où il y avait des choses que... Mais après c'est complexe parce que par nous on est quand même une génération où... Même si je pense qu'on a beaucoup foiré sur certaines choses, mais par exemple la question du racisme, tout ça, elle était présente. On voulait changer. On voulait vraiment changer les choses sur la question. Est-ce qu'on y est arrivé? Non, on n'y est pas arrivé parce que c'était trop, je sais pas, c'était trop compliqué, parce que bon après c'est un travail permanent en réalité. C'est un travail permanent. Mais effectivement, oui, j'allais manifester. Ne touche pas à mon pote, tout ça, oui, voilà, je faisais partie. C'est-à-dire que cette question militante, je l'avais en moi sur des manifs. J'allais beaucoup, voilà. Ouais. On allait beaucoup manifs. Mais je ne rentrais pas dans un cadre déjà structuré, politique. Voilà. Mais c'était beaucoup en soutien. Et c'est vrai que du coup, c'est pour ça que je parle beaucoup de la notion d'allié, parce que je pense que ça m'a beaucoup apporté. Okay, ouais. Et je me sentais plus à l'aise
parce que souvent tu ne te sens pas forcément légitime en rapport au discours. Et c'est pour ça que c'est important qu'on fasse appel à toi. Il ne faut pas avoir l'impression d'être intrusif. Parce que par exemple, je pense que sur la question artistique, moi ça m'a toujours réfléchi sur le fait si on fait un travail qui peut être lié à des causes, on ne fait pas pour se valoriser ou pour avoir une place. On fait parce que c'est important. Et en même temps, il ne faut pas non plus prendre la place des autres qui sont plus légitimes pour le faire. Et donc, moi j'ai fait par exemple des travaux que maintenant je ne ferai plus, mais je l'ai fait parce qu'on m'a demandé de le faire. Et donc, c'était comme une forme de collaboration. Mais voilà, pour moi, ça rentrait dans cette histoire. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je pense que j'avais fait le tour, je pense qu'il y avait plein de gens qui pouvaient le faire 1000 fois mieux et qui étaient 1000 fois plus concernés que moi. Donc voilà, ça m'arrive, beaucoup plus rarement, mais ça m'arrive de refuser parfois des sujets, parce que j'estime que ce n'est pas des sujets que je connais, et qu'il y a plein de jeunes artistes qui sont concernés et qui peuvent le faire. Qui peuvent le réaliser. Je pense que c'est... Alors on me dit oui, mais ton point de vue n'intéresse... Oui, mais mon point de vue, c'est même pas un point de vue très intéressant, puisque... Après, je peux très bien, par le biais de collaboration, assister... Même nous, franchement, tout le monde sont doués que je ne vois même pas à quoi je pourrais apporter, même artistiquement, quelque chose. C'est pas ta sensibilité. Donc ça, c'est pas une histoire de sensibilité, c'est une histoire de... Légitimité. Voilà, de laisser la place. Et à un moment donné, j'ai compris que c'était... Mais ça allait ensemble. Ça allait parce que... C'est-à-dire qu'au départ, comme je venais j'associais plein de choses, un travail graphique, un travail sur la sexualité, sur les minorités sexuelles. Donc, du coup, c'est comme si j'avais plein d'outils et que les gens pouvaient venir me voir et me demander des choses. Donc voilà, je le faisais. Donc j'ai fait des trucs sur sexualité lesbienne, j'ai fait des trucs... Ah ouais? J'ai fait des dessins, j'ai fait sur la question du genre, j'ai fait pas mal de choses. J'ai fait plein de trucs. Mais voilà, ça correspondait parce qu'on venait le voir et qu'on disait, et puis que du coup, je faisais pas tout seul dans mon coin, tu vois. Puis quand je proposais un truc, je pouvais accepter que ça soit refusé. Donc, je pense qu'à un moment donné, puis je pense que aussi pour moi, c'était un moment aussi important. J'avais besoin de me recentrer en tant que PD, en tant que vieux PD, de me recentrer un peu. Et en même temps, je suis pas non plus forcément à l'aise avec ça. Comment ça? Sur la question de l'âge, quoi. C'est un travail aussi. Ouais. Comment ça? À quelle fin? C'est un travail. C'est un travail sur... T'as peur de vieillir? C'est pas la peur de vieillir, c'est... Je crois qu'on n'a pas envie d'être dans une... Ça va contredire ce que j'ai dit avant. Mais c'est pas grave. On n'a pas envie d'être dans un tiroir, tu vois. Et là, on se dit, c'est comme si c'était le dernier tiroir, tu vois. Après, pouf. Mais je sais pas, c'est des histoires qu'on se raconte dans la tête. Et donc, je sais pas, je préfère me recentrer sur où j'en suis, avec ce que j'ai vécu et qu'est-ce que j'en fais, que plutôt de m'identifier comme... de faire un travail senior, quoi, je veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Oui, donc en fait, tu gardes les mêmes thématiques. Voilà, c'est comment tout ça peut fonctionner. Après, c'est des réflexions actuelles, c'est pas forcément... je suis pas forcément à l'aise dans ce que je vais dire, mais c'est un peu ce que je vis maintenant. Ce qui est inévitable, de toute façon. Oui. Et après, moi, ce que j'apprécie beaucoup ça me concerne, c'est que je pense que je suis apprendre d'être face à une jeunesse qui est vraiment intéressante. Je veux dire, qui est vraiment chouette. Et qui est... Elle est pas parce qu'elle s'intéresse à moi, mais je veux dire... parce qu'elles ont la notion... Vous avez la notion d'archive, vous avez la notion d'affiliation. Donc vous venez voir des archives vivantes, quoi. Bonjour l'archive.
On espère qu'elle n'est pas trop vieux con. Non, con, on dit. Qu'on ne peut plus le dire. Depuis le temps que je dis qu'il ne faut plus le dire, puis je le dis tout le temps. Voilà, ça fait partie des choses, tu vois. On se contredit tout le temps dans Mais- tous les cas. Non, mais voilà, que c'est pas trop. Mais et ça, c'est chouette parce que c'est important. C'est vraiment important. Bah, pour nous, je pense que c'est un privilège de pouvoir Ouais. parler avec toi et avec. Enfin, parce que tu as vécu tellement de choses. Oui, C'est-à-dire que, enfin, pour le coup, tu as vécu. Enfin, moi, en tant que gay, tu as vécu vraiment l'histoire, quoi. Genre là, tu nous racontes des choses, t'étais. oui, après, moi, j'ai vécu des trucs, mais bon, Non, mais je suis c'est. pas le seul. Quoi. Oui, Il y a plein d'autres oui. gens Non, qui mais ont tu n'es vécu pas le d'autres seul. choses. Non, Mais mais de- bien sûr. Ne Mais- dévalorise pas, juste. Non, je veux dévaloriser l'histoire, mais c'est juste pour dire que voilà, c'est bien de rencontrer plein de gens. Oui, bah, bien sûr. Et puis, Mais c'est super on a inspirant. tous- Moi, il se trouve qu'à un moment donné, je me suis retrouvé à suivre comme ça, voilà, et puis que ça me convenait, parce que j'avais toujours fonctionné comme ça, puis que je trouve qu'il y a un côté exaltant, un côté... Donc Enfin, quand je ressens les choses et quand je sens que c'est possible, c'est pour ça que je fais pas mal de collaborations, et que la question... Par exemple, tu parlais de Kylian, que vous connaissez bien. Bah, ce que je trouve intéressant avec Kylian, c'est qu'il est tellement plus jeune, voilà, on a une très grosse différence d'âge. Et en même temps, on arrive à trouver des points de charnière, quoi, des choses. Voilà. Et du coup, moi, ça m'intéresse de voir où vous en êtes Ouais. et où j'en suis. Quoi. C'est vrai que c'est intéressant parce que Kylian et toi, vous avez grandi dans des univers un peu différents aussi, mais d'un autre côté, vous vous rejoignez vachement. Bah, c'est-à-dire Par que ça c'est le principe de la collab, c'est à un moment donné, il y a une espèce d'entente Ouais. qui fonctionne. Et mais voilà, ici après, il faut faire vachement gaffe de ne pas non plus être trop paternaliste. Tu sais, on a toujours ce truc comme ça, on se rend pas compte, puis d'un coup on se dit non, mais bon, tu vois, Non, mais oui, de ouf. de pas écraser la personne non plus. Mais après, c'est comme dans toute collab. C'est des choses comme ça. Mais avec, quand il y a une grande différence d'âge, on peut être un peu paternaliste. Ouais. Et ça, c'est un peu chiant, je trouve. Enfin, moi, c'est un truc qui me gêne quand je sens que j'ai une tendance comme ça. Après, voilà, on comprend que ça puisse être là, c'est puisqu'on a naturel, toujours vécu là-dedans. C'est normal. Mais, ouais, normal, je pense que c'est pas un terme. Oui, non, ça c'était peut pas être le dans bon une, terme. justement, ça rentre dans une forme de normalité. Ouais. Mais il faut faire attention à ça et d'arriver, et c'est pas forcément... Mais finalement, c'est des choses qu'on rencontre tout le temps dans les collaborations. Mais voilà, quand il y a forcément des options selon les personnes avec qui on travaille, qu'on rencontre. Et des fois, c'est révélateur de comportements. On se dit, ouais, bon. on fait tout ce qu'on veut. En fait. Bon, c'est avec beaucoup d'humour. Et est-ce que pour toi, il y a eu des moments où justement ça a été peut-être un peu dur de créer dans ton parcours artistique où tu as eu un moment de blanc au niveau de tes créations, non? Non, parce que ça fait tellement partie de la vie que Ouais. c'est un truc qui est un besoin. Ouais. Donc Et quand qui- c'est un besoin, c'est une forme d'addiction en vérité. Donc on en a besoin, donc du coup on le fait. Et donc si on le fait pas, si on fait juste pour gagner sa vie, bah, déjà c'est pas forcément le bon endroit. Et non, c'est parce que on peut pas vivre sans. Alors c'est plutôt... Après oui, on peut avoir des doutes, on peut ne pas forcément être à l'aise à certains moments donnés, mais il faut essayer de se recadrer et puis... Tu parlais de gagner sa vie. Comment tu l'abordes cette question-là? Est-ce que pour toi, tu trouves que par exemple, si tu travailles pour un salaire, ça dénature ton art, ça Non. non? Non, c'est plutôt une histoire de place. Quelle place on donne aux choses. Ah non, parce qu'il y a plein de gens. Non, c'est-à-dire que moi, à un moment donné, j'ai fait le choix de ne faire que ça. Et parce que je m'étais mis dans une position financière où je pouvais le faire,
en rapport à ce que j'ai pu faire auparavant. Et après, j'ai pu compléter avec... et puis parce que aussi la commande me plaît, parce que de faire des images, voilà, c'est sans doute plus rentable. Ça peut être plus rentable. Voilà, plutôt que de faire de la performance. Voilà. Donc du coup, j'ai toujours abordé tout ce que je faisais un peu comme un tout, avec... voilà. Après, c'est la question des limites, jusqu'où on est prêt à aller. Voilà, c'est propre à chacun. Est-ce qu'on est prêt à accepter quand ça nous concerne, par rapport à nos choix. C'est, après, tout le monde n'est pas socialement égaux, quoi, en rapport à ça. Si on a plein d'argent, c'est peut-être plus facile d'être artiste. Oui, clairement. Bah, Si on c'était en a ça pas. Bah, au à l'époque. moins, ouais, pour commencer, quoi. À la base, à l'époque, enfin, dans l'histoire, Mais les c'est- personnes qui avaient... Mais c'est encore le cas maintenant. Oui, c'est encore le Non, cas mais c'est maintenant. toujours présent. Mais après, on peut. C'est-à-dire que moi, comme je voulais à tout prix gagner ma vie parce que j'en avais besoin, j'ai besoin d'être autonome, donc c'est ce qui était prioritaire avant même d'un travail artistique. Parce qu'il fallait bien que je puisse vivre, que je puisse vivre ma sexualité, que... ça c'est des trucs de vie. Donc il fallait se débrouiller. Donc après, chacun trouve. Et dis-moi, je repense à quelque chose. En fait, quand je suis allée voir ton Instagram, Ouais. il y a quelque chose qui m'a fait un peu rire. Ouais. C'est que dans ta bio, tu t'appelles artiste de compagnie. Bah oui, bah ça va bien, je trouve. Ah ouais? Oui, oui, je trouve. C'est quoi ta vision de cette... Oh, c'est un peu humoristique. Mais oui, l'idée c'est de bonne compagnie. D'être de bonne compagnie. Pour les autres, pour... Pour soi, ouais. Pour soi. Ouais. Ok. Ouais, c'est tout. Mais moi, ça m'avait juste fait tilter. Je me demandais pourquoi t'avais mis ça. Bah, il fallait mettre quelque chose. Alors. Ouais. Je sais pas, c'est la première chose qui m'est venue. Ok. Je dis tiens, ouais, ça me convient. Ok. Ok, très bien. Ça me fait penser à ton personnage du Poppy. Parce que c'est un chien, c'est un animal de compagnie. Oui, oui. Bon, ça c'était un avatar d'un personnage de cabaret. En 2009. Que j'ai gardé après parce que je trouvais que c'était intéressant. Mais tu le faisais sur scène du coup? Oui. Oui, c'était... En fait, c'est une période où j'avais envie de travailler sur l'animalité. Et en même temps, on avait été invité à faire un cabaret à Bourges. Ça s'appelait Cabaret Bouffe. C'était, comment dire, c'était comme un grand cirque où il y avait celui qui dirigeait le cirque, qui était un type atroce. Et en fait, ce qui avait été mis en place, c'est que toutes les personnes qui participaient au cabaret faisaient leur numéro en rapport à l'histoire qu'ils avaient eue à ce type. Mais attends, mais dans la vraie vie? Non, non. Ah oui, ok, dans ok, la ok. fiction. Ok. Et en fait, c'est un mec qui est tué dès le début. Ok. Et chacun raconte, tu vois. Ok. Voilà. Voilà, on est en train d'en découdre sur cette personne. Et à la fin, on découvre qu'on l'a tous tué en vérité, et ça finit par une scène de cannibale où on mange. Mais what the... C'est un peu perché, mais j'aime bien. Mais c'est du cabaret. Cabaret Ouais. berlinois, quoi. C'était un peu l'histoire. Et donc moi, à ce moment-là, je faisais des films d'animation. Ah, t'as fait des films d'animation. Et donc, à la one again, quoi. Enfin, voilà. Mais, sauf quand j'étais en collab avec des gens qui s'y connaissaient vraiment. Et, mais bon, voilà, je faisais ça. Et donc, on m'avait demandé d'intervenir sur certains passages. Et ils voulaient que je sois sur scène, puisque tout le monde était sur scène. Et j'avais pas envie de... Enfin, déjà, pour moi, c'était compliqué, physiquement, d'être sur scène. Pas compliqué, il fallait déjà... Voilà, parce que j'ai pas l'habitude de ça. Et alors, quand on a chanté, apprendre un texte... Et puis comme ils avaient déjà tous, je me suis dit, bah tiens, je vais être le chien. Comme ça, tu parles pas. Voilà, et avec une muselière, comme ça, j'ai rien à apprendre. Non, mais du coup, ça me laissait du temps, quoi. Enfin, bon. Et en fait, ça m'a vachement plu. Parce que quand tu
que tu travailles sur le fait d'être un animal et puis d'être à quatre pattes au milieu des autres. D'abord, tu n'as pas les mêmes sensations. C'est comme si tu es témoin de quelque chose. Et en fait, ça m'a vachement plu. Et après, j'ai gardé ce personnage un peu comme un avatar graphique que j'ai fait dans des films, que j'ai fait intervenir dans des films, d'animation. Et voilà. Et en fait, du coup, quand j'avais vu que Kylian, il avait son propre avatar, le chien aussi au niveau graphique, artistique, du coup, je lui ai proposé voilà. C'était un peu le lien, quoi. Bon, bah, voilà. Mais j'avais quand même fait ça sérieusement parce que à ce moment-là, il y avait une asso qui faisait des rencontres sur les gens qui se posaient des questions sur leur sexualité. Et donc je parle de ça, c'était 2008, hein, 2009. Et du coup, j'en avais, comme une associative, j'en avais parlé. À l'époque, on parlait de dog training. Et j'ai dit, voilà, j'aimerais bien y aller pour rencontrer les gens, pour voir ce que c'est, ce qu'ils en pensent, parce que du coup, j'avais aucune idée. Et du coup, il y a eu ça, donc j'y suis allé, et tous les intervenants, c'était tout intervenant, et c'était super intéressant. Et je me dis, ah ouais, non, mais c'est... Parce qu'il y avait finalement des choses qui rejoignaient mon travail, le côté ludique, la sexualité. Donc, voilà. Je me suis dit, c'est ok, je vais garder ce personnage en état. C'était cool. Et après, maintenant, c'est vrai que ça s'est développé sous un autre nom. Et les Poppy. Et oui, mais je pense que il y a une espèce aussi de truc avec peut-être l'avatar jeu vidéo aussi, pas mal de choses. Mais du coup, je trouvais, voilà, c'était intéressant. C'est l'idée de ça. Et d'ailleurs, j'avais fait tout un travail où du coup je prenais des images, je tapais dog sur internet et je prenais des images qui ressortaient avec dog. Donc souvent c'était des photos de famille et tout ça, et donc je les redessinais, crayon de couleur, et je remplaçais le chien par mon avatar. Ah, c'est drôle. Donc j'ai fait tout un travail comme ça. Ah, j'adore. Et à un moment donné, j'avais fait une exposition de ça. Et c'est là où le DA du film, parce que son fils, il avait un pote parce que j'avais aussi invité des amis à faire des dessins sur le thème du chien. Il a découvert ce travail-là, et quelques années après, c'est là où il m'a contacté pour la fiche de l'Inconnu du lac. Donc c'est assez étonnant, toi, des histoires comme ça. Ouais. Des parcours comme ça, que tu fais quelque chose et puis ça va t'amener à autre chose. Mais moi je trouve ça fou à quel point, souvent dans la vie c'est ça quoi. Il y a quelque chose qui t'amène à un point, tu vas rencontrer quelqu'un, ça va t'amener à un autre point, puis après t'as plein de points. Après tu rassembles les choses, et du coup c'est pour ça que j'aime bien maintenant faire des associations, parce que tout ça, ça dévient quoi. Ouais, c'est super intéressant. J'adore. Et dis-moi, est-ce que, tu as fait beaucoup d'œuvres et tout, mais est-ce qu'il y en a une en particulier qui t'a touché pour quelque raison, ou il n'y a peut-être pas forcément, mais... Non. Ok, moi j'imagine qu'il y en a beaucoup en fait. Non, parce que je pense que tout se croise. Là maintenant, quand je fais des expositions, je fais des dialogues avec différentes périodes, différentes époques. Comment ça? Parce que entre différentes époques de toi, de ton art. Oui, voilà. Ouais, j'associe des choses comme ça, je trouve que ça crée des liens, il y a des liens qui se créent. J'aime bien voir, moi ça me permet de voir un peu comment je peux passer d'une chose à l'autre. C'est intéressant. Et justement, est-ce que tu as des expositions de prévues aussi, là, prochainement? Non, là, tout ce que j'ai fait, c'est fait. Et qu'est-ce qu'il y a prochainement? Non, il n'y a pas de choses. Peut-être à Bruxelles, il va y avoir un travail. Ah ouais? Mais je ne sais pas encore, j'attends. Une expo collective. Voilà. Et puis sinon, pas de choses pour l'instant. Là, je regarde un petit peu tes œuvres autour. Tu utilises des couleurs très vibrantes. Ouais. Est-ce qu'il y a une démarche derrière? C'est quoi comment tu t'en viens à se lève pas?
Je sais pas. Non mais c'est dans ta tête, genre. Oui, c'est des envies. C'est ce que tu imagines. Ouais, je sais pas, oui, c'est comme ça. Et on a vu aussi qu'il y avait beaucoup d'œuvres avec des hommes qui font pipi. Ouais, oui, c'est vrai. Oui, c'est marrant cette histoire. Oui, ouais. Ça permet de faire une petite flèche jaune. Une petite flèche jaune. Des fois, même c'est une canne d'ailleurs. Ah ouais? Ouais, je sais pas, je trouve ça chouette. En fait, il y a plein de choses que tu sais pas trop, quoi, en fait. C'est vraiment, tu vis... Bah si, après, je sais un peu pourquoi j'ai fait ces choses-là. Mais... Je sais que par exemple, quand j'avais fait le premier dessin que j'avais fait justement d'un ami qui vit à La Réunion, et puis j'ai fait qu'il pissait dans sa piscine. La piscine, elle est là, lui, il est là, et il pisse dans le champ de canne à sucre. Mais tiens, si je fais ça, je fais un petit hommage à David Hockney. Un petit hommage à quoi? David Hockney. Ah, je connais pas David. Bah, il expose en ce moment. Alors, si on par exemple cette image-là. Après, il y a quelqu'un qui s'est fait un tatouage. Ça, c'est l'image de départ. Ouais. Ça, c'est après moi ce que j'en ai fait. Tu vois? Ouais. Après, c'est quelqu'un qui se l'est tatoué. Mais what the fuck? Et en fait... voilà. Et en fait, voilà, l'idée, c'est que... Bah en oui, fait, je comprends. je décalquais au feutre, tu vois. Et Ok. je sais pas si cette image, elle est là, mais... je sais pas, ouais. Peut-être qu'elle est pas là. Bon, je sais pas. Voilà, tu vois, en fait, je reprenais. Après, toi, je faisais des collages. Je travaillais beaucoup sur la photocopie aussi. À l'époque, j'aimais bien la photocopie. Le blanc correcteur. Pourquoi t'aimais bien la photocopie? Je sais pas, je trouvais que c'était cool de pouvoir, tu mets une image et paf, elle ressort tout de suite. Elle est comme imprimée. Ouais. Mais en plus, comme elle est en noir et blanc, ça donne autre chose. Donc j'aime bien, ça t'amène quelque part. Donc voilà. Donc en fait, ça c'est des phrases de guerre. Ok. Voilà. Et moi je les ai changées. Qui sont en chinois là du coup. Voilà. Et moi je les ai changées par des phrases de poésie. Donc en fait, qui sont en fait, c'est des poésies maoïstes, enfin période de Mao, mais où en fait ça a été simplifié en 4 caractères. Bon, Ok. pour la petite histoire. Et donc moi j'ai un livre comme ça avec toutes ces expressions poétiques. Et donc ce que ça veut dire, c'est... Alors, le premier sens, c'est le lièvre se lève, le canard se dresse. Et ça veut dire vif et alerte, agir avec rapidité. Ok. Et donc c'est ça que j'ai mis là. Ok. Bon, voilà. Ce qui fait que quelqu'un qui connaît le chinois, Il peut lire. et il peut se marrer. Voilà. Si, là par exemple, c'est si l'on ne pénètre dans l'antre du tigre, comment s'emparer des petits tigres? Alors ça veut dire qu'il ne risque rien à rien. Je sais pas. On ne refuse pas ceux qui viennent offrir ses services à tout le monde, réserver à tous un bon accueil. C'est une photo c'est une sérigraphie de partout du coup là. J'adore. Ouais, c'est une double pénétration. Je sais pas où elle est. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. J'adore. Et voilà, donc du coup là c'est vraiment un collage que j'ai fait de différentes images. Il y avait... Ça je sais que ça veut dire le miroir précieux des fleurs identiques. C'était un des premiers ouvrages vendus sous le manteau qui parlait d'homosexualité en Chine. Bon voilà, en fait l'idée c'est que je faisais une blague et en même temps je le faisais sur des bases sérieuses, enfin de travail. Bah oui. Je faisais pas ça. Et celui-là j'aimais bien. C'est le fils s'est monté tout droit vers les nuages bleutés. Monté en grade. Brûler les états. Brûler les états. Oui, c'est ça. Voilà, donc j'avais fait celui-là. Et puis, comme ça ne suffisait pas, j'ai fait, et comme je suis de Savoie,
Donc j'ai voulu faire un peu comme ta Martine à la plage, Martine à la montagne. Donc j'ai fait Tom de Savoie. Oh mon dieu, j'adore. C'est trop trop, marrant. génial. Et donc c'est un peu les Chinois à la montagne, quoi. C'est les Chinois à la montagne. C'est ta signature un peu l'étoile comme ça sur les fesses? Parce que je l'ai vu sur plusieurs autres. Bon, ça m'amusait, Ok. c'est pas vraiment de signature. Mais... Alors, donc du coup, il y a à la fois, alors là c'est vraiment, mais n'importe quoi. C'est à la fois un mélange de chinois et de patois savoyard. La tome de ça. Donc là, par exemple, ça veut dire, alors attends, c'est la poêle, ah oui. Alors, en chinois, c'est la main répond à l'esprit, qui veut dire avoir la main heureuse. Et en savoyard, c'est BQ, BKQ, n'a ni gros ni cul, qui veut dire pointu pique le cul, n'a ni gros ni derrière, qu'est-ce c'est Voilà. Donc je parle toujours de bouquins. Là, je sais plus ce que c'était. Là, le chinois, c'est jeté à terre, il fait un bruit de clochette. Ça veut dire ouvrage génial, texte de toute beauté. Waouh. C'est pour ouvrir. Et le savoyard, il n'y en a pas. Je n'ai pas mis de savoyard là. Voilà. Après, il y a ça. D'accord, ok. Ça, je sais plus. Oh mon dieu. Mon Dieu. Ah oui, alors. Le chinois, c'est l'oiseau fait cuit-cuit, il cherche une voix amie. Donc, c'est chercher des gens ayant les mêmes goûts. Oh mon dieu. Oui, parce qu'en fait, on dit que la Savoie, c'est la forme d'une poule. Ok. Et donc là, d'accord. Ok, je comprends. Et ça, c'est SO, c'est c'est Savoie émancipée. C'est les régionalistes. Ok. Et ça veut dire... Non, c'est plus ce que ça veut dire. Ah oui, j'ai lâché mon coq, gardez vos poules. Oh mon dieu. Là, le bleu, c'est aussi sérigraphié. Ouais. Ok. Ouais, c'est C'est super beau. magnifique. C'est vraiment Alors super là, beau. c'est... alors au chinois, c'est le pigeon occupe le nid de la pie. Occupé par la force emparée des fruits du travail d'autrui. Et le savoyard, c'est hardis enfants, empoignons-nous, enfonce, enfonce. Et c'est le cri de guerre de la brigade de Savoie. J'adore. Ok. Là, je sais plus. Ah oui, là en dessous, c'est au gré de la bouche qui s'ouvre comme un fleuve. Parler selon ses fantasmes. Et en haut. Ah oui, alors c'est l'homme lui-même fait le combat. Mener chacun son combat. Donc ça, c'était lié au préservatif. Ok. Ah, mais j'adore. Ah oui, ok. Voilà. Ah, ça, c'est là, elle est terrible. Alors, en chinois, c'est la terre est paisible, le ciel est calme. Tout est prêt en état de fonctionner. Et en savoyard, c'est il est temps de battre la crème pour faire du beurre. Ça, c'est le truc de la faute du savoyard. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le poêlon là. Ou du fromage, je sais pas. Le petit poêlon. Alors là, j'avais fait un Saint-Sébastien dans une fondue. Alors, c'est un gros morceau de pain. Et bah là. Ah, mais oui, ok, j'avais pas compris. Et Ah oui, il y a les broches et tout. peut se courber, peut se tendre. Capable de s'adapter à toutes les circonstances. Mon dieu. Et en face... alors, ah oui, ça, c'est... Alors, là, c'est la main répond à l'esprit. Avoir la main heureuse. Ah ben non, mais c'est l'histoire de... J'ai déjà dit, c'est l'off. Ouais, bon, j'ai dû me tromper tout à l'heure. Voilà, c'est un peu comme ça. Et après, il y avait... Voilà, ça, c'est... Prolétaires de tout pays, unissez-vous. Alors, le chinois, c'est mort et que des chevaux se suivent à la queue leu. J'adore. Et après, 3 premiers. Mais donc ça, chaque sérigraphie, en fait, tu le faisais à la main, du coup? Alors, ça, c'était des éditions Cévo qui le faisaient. D'accord. Et ça, j'ai fait avec un pote à Marseille qui a monté un atelier de sérigraphie. Alors, ça fait des godes et des couleurs. Alors, des godes et des couleurs, on commence à introduire en introduisant tout en se faisant introduire. Ce petit catalogue sur le thème du pénétré et du pénétrant propose un choix de godes soigneusement élaborés, comparable à aucun autre accessoire. En bref, s'enfiler et découvrir la perle.
Posséder le god de son héros, l'objet invincible de la chair immortelle, la matérialisation de son fantasme. Se faire maître, l'avoir bien profond, essayer les stars n'est pas sans danger. Les initiés doivent se méfier, veiller à se protéger des effets secondaires, tant d'admiration mouille le pantalon. Retrouver ces modèles de grands godeurs historiques qui, par leur présence généreuse dans ce petit opuscule, deviennent les godets de la farce. Tel est prix qu'ils croyaient prendre. Prendre, se faire prendre, apprendre, méprendre, se surprendre, on voit de toutes les couleurs de Fist Power. Ce qui nourrit et ce qui pousse, j'ai faim, je pousse de l'avant. Voilà, c'était ça. Mais en tout cas, l'esthétique, elle est Elle est sublime. incroyable. Vraiment, les C'est couleurs, super beau. tout, ça Mais à chaque fois, je trouve que les couleurs sont super belles Ouais. dans ton travail. Mm. Je trouve. Ça, c'est ta signature par contre, non? Oui, du coup, c'était le tampon. Ouais. Ok, parce que c'est un tampon que tu as depuis Depuis le début. le début. Ok, Ouais. parce que je le vois encore Ouais. sur tes Ouais. œuvres aujourd'hui. Parce qu'en fait, là, c'est la phrase, ça veut dire remuer la tête, agiter la queue. Ok. Qui veut dire être joyeux, plein d'entrain. Ok. J'adore. C'est super beau. Hauteur 19 cm, long 15 cm, quoi? Base 17. Et là, il y a encore le préservatif. Ouais, De Gaulle. Bah oui, parce que c'est De Gaulle, donc c'est dangereux, tu vois. Ah mais oui, c'est De Gaulle, j'avais C'est De Gaulle avec la casquette. Bah oui, De Gaulle. c'est trop smart. Là, c'est Mao. Ah, il y a Mao. Alors, je sais pas si vous connaissez, mais quand on était gamin, ça s'appelait Mako Moulage. Et en fait, tu faisais des nains de Disney, tu vois. Ah non, Ça, je c'est connaissais c'était une pas. activité. Et c'était un jeu de Un société jeu qui de s'appelait société. Mako Moulage, où tu faisais tes propres petits plâtres. Ok. Ah, c'est Ok. trop drôle. Ah, j'adore. Et là, on sait pas de combien on va se faire avoir. tu vois. Oh mon dieu. Se polir le chinois. Oui, c'est vraiment des expressions totalement racistes. Vraiment. C'est trop beau. Là, du coup, c'est un gars ceinture. Ouais. On n'est jamais trop beau. C'est un spermatozoïde, c'est quoi ça? Non, c'est un god. Ah non, c'est un god. Ah oui, ok. Ok. Ah oui, ok. Pink business. Mon dieu. Alors après, tu vois, t'as Du maïs. Pourquoi il y a du maïs? parce que je sais pas, dans l'image, tu verras. Bah non, c'est le blé. Ah, c'est le blé. Ça rapporte. Ah, Ouais, ok, c'est de la thune, c'est du blé, d'accord. ok. Ouais, bon, c'est peut-être pas bien dessiné. Après, voilà, toi, il y a toutes les. Ok. Ça, c'est quoi, pardon? Alors, par exemple, pour De Gaulle, c'est le léopard c'est les mort, traductions. il reste la peau. Rester célèbre. Et c'est son nom. Mon Et dieu. pour Mao, c'est le dard du frelon et du venin. On ne peut négliger ces petits dangers. Ah, tu l'avais traduit en allemand et en Oui. anglais? Oui. Là, c'était international. Ah bah voilà, Penguin. Jim Goudou-Band. Moi, j'avais quand même bien. God save the Queen. C'est terrible. Ça, j'ai fait un film d'animation de ça. Ah ouais? Ah ouais? Ça doit être. The best power. Ouais. C'est trop beau. Voilà, donc il y a plein de trucs. Incroyable. J'avais fait ça. C'était après sur les drapeaux. Parce qu'en fait, j'en avais marre du drapeau arc-en-ciel. Alors je. Tom de Pékin, ça stick là. Ouais, mais c'est trop beau, J'adore. C'est. c'est super beau. Super délicat. Donc en fait, j'ai rien changé. Les titres, c'est les bons. Ok, queue d'aronde, double queue d'aronde, Mm. triangulaire. Ça s'appelle comme ça. La queue d'aronde, ok. Prince Albert Colonie. Comment dire? Pourquoi? Ah, mais c'est parce que c'est le nom de ce piercing là, non? C'est pas Oui. Parce que le prince Albert, il avait un peu au bout de la queue. ça
Mais le roi MDR. d'Angleterre. Mais je savais pas. Et c'est vrai, c'est une vraie information. Bah, c'est ce qu'on dit, ouais. Ah ouais C'était le mari de la reine Victoria. Ah, je savais pas qu'on disait ça. Doubland. C'est trop marrant. Ça, c'était en quelle année, ça? Je sais plus. Là, ce que vous avez vu, c'était 2001. Fest flag. République du Taipei. C'est Mon excellent. Dieu. Royaume de Lesbos, j'adore. C'est qui là-dessus? Parce que c'est la même photo Ouais, que c'est terrible en fait. God Save the C'est terrible qui est dessus. Queen. En fait, c'est la première femme de Mao qui a été, on pense, Oh là là. assassinée. Ah ouais. Bon, là, c'est un peu, je savais pas trop. Donc, je dis pas que c'est ça. Ok. Mais bon, c'est quand même ça. Mais non, j'ai plus attention. Fédération du bot plug. Bah, peut-être qu'elle a été assassinée parce qu'elle était lesbienne, je sais pas. J'espère pas. Corporation de friction alternative. C'est en rapport avec quoi ça? Là, c'est le SM. Le? SM. Ah, genre sadomaso? Ouais. Et Mhm. du coup, tu vois, il y a le truc, et puis ça, c'est le téton. Ah, Ah. Bon, ok. pas très clair. Bannière des groupes royales. Bannière du duc de Bonnebourg. Mon Dieu. Province autonome. Autonome. Ah, autonome. Ah oui, pardon. Province autonome. Étonnard. Et ton. Waouh. Il y en a Oui, encore beaucoup. Là. ouais, il y en a pas beaucoup. Alors, il y en a. Donc, tu veux absolument qu'on voit. Ouais, pas que plus intéressant, politiquement parlant, mais c'est vers la fin, c'est vers la fin. Bon, il y a le Gloriole University. Glory Falls University. Après, il y a celui du Vatican. Mmh. Monsieur. Attends, Ah. la capote barrée parce que, genre, C'est- la religion dit Oui, oui, que- ils étaient contre le préservatif. Ouais. Ils étaient contre. Mhm. Ouais, ils étaient contre les. Voilà. Oui. Sexualité. Alors, ça, c'est important. Ça, c'est un très important. Parce qu'en fait, cette année-là, alors, on va dire 2002, il y avait une grosse soirée sur le Nil dans un bateau. Et les mecs ont été tous arrêtés. Et il y a eu. Donc c'était en Égypte. Et ils ont été arrêtés, toutes les caméras les ont filmés. Et ils ont filmé leur jugement. Enfin, c'était terrible, quoi. C'était des hommes gays. Oui, Filmer leur Les- jugement. c'est-à-dire, l'homosexualité étant interdite en Égypte, ils ont été Ouais. arrêtés. Et après, c'est devenu un gros truc médiatique. Oh mon dieu. Tout le monde a été filmé. Ils ont filmé le procès. Enfin, c'était monstrueux. Et en même temps, il y avait des croisières gays sur le Nil. En vrai, ça, je trouve ça That's dingue. iconic. Tu vois. C'est- Ça continue, hein. Vraiment. Ah ouais? Moi, j'entends des potes qui partent en croisière sur le Nil. Mais là, c'est tu sais, les croisières où ils sont en maillot de bain, ils sont Mhm. voilà. Et c'est sur le Nil, tu vois. Et là, c'est des Occidentaux. Et donc, eux, pas de problème. Et en même Mais temps, comme c'est des Égyptiens. c'est pour ça que j'ai appelé ça pavillon de croisière sur le Nil et que j'ai fait ça. La prison. Alors, Il y avait ça. Et puis l'autre, toujours la même année, c'est trois garçons qui se sont fait décapiter en Arabie Saoudite à cause de leur homosexualité. Donc j'ai repris, normalement c'est le Coran qui est écrit. Et voilà, donc du coup, tu fais les grosses conneries, tu vois, les grosses blagues, Ouais, et à la fin tu finis par un sujet Mhm. beaucoup plus sérieux. Mhm. Parce que les grosses conneries, c'est un moyen aussi de, tu vois, exutoire un peu de sortir tous ces trucs faciles où tu vois que les gens peuvent se réapproprier. Bah oui, bien sûr. Et puis à la fin, et c'est pareil. Et moi, j'avais j'avais des problèmes à cause de ça, parce que
J'avais fait une exposition dans un squat. Et j'avais des grands drapeaux comme ça, bleu, blanc, rouge, c'était écrit PD. Et il y avait des artistes qui avaient déchiré les drapeaux parce qu'ils pensaient que c'était un travail d'extrême droite. Ah ouais. Mais pourquoi? Parce que, Juste parce qu'il y avait des drapeaux avec écrit PD. parce que en 2002, C'était une insulte. le drapeau bleu, blanc, rouge était vraiment associé au Front National. Et donc ils disaient ouais, vous êtes des extrémistes. Enfin bon, il y a eu plein d'histoires. Hein. Ils n'acceptaient pas les lieux non mixtes, enfin tu vois, c'était tout un ensemble. C'est-à-dire en gros c'est des artistes, mecs, hétéros. On avait eu un lieu qui s'appelait 72 heures, c'était un lieu magnifique. Et eux après quand ils ont débarqué à la fin, ils ont vu ça, ils n'ont pas compris qu'on puisse leur interdire des espaces. Bon bref. Ok. C'était la plupart des mecs blancs, on leur avait jamais rien refusé de leur vie, tu vois. Et après, quand ils ont vu ça, ils ont dit ah c'est des fachos. Ouais, je pense qu'ils ont dans leur tête été mélangés. Ok. Et puis c'est intéressant parce que ce travail-là, on peut penser que tu insultes le drapeau français parce que c'est écrit PD, mais en fait c'est l'inverse qui se passe. Vraiment. Parce que l'idée c'est de dire bah non, t'es PD et fier d'être français. Bah oui. Enfin, c'est un moyen de jouer comme ça. Mais ça dérangeait, c'est vraiment le truc à déranger au maximum. Voilà, après j'ai fait plein de trucs. Ouais, non, mais c'est trop beau. Peut-être tu peux... Ouais, c'est ce que je comptais faire pour voir un petit peu le décor. Mais voilà, ça c'était les premiers boulots et c'est ça qui... c'est un petit pop-up. Ah, mais c'est sur la Lucha Libre? Oui. Bah, c'est Ça, c'est Kylian, quoi? il a fait il a fait une édition sur la Lucha Libre là, il y a pas longtemps. Bah, en fait, moi j'avais beaucoup... Je crois que c'est comme ça? Ouais. Ah, pardon, comme ça. Je suis trop fan. J'adore. On voit bien ou pas? Ouais. J'avais travaillé dessus. Ah, mais c'est trop marrant, j'adore. Et donc, en fait, alors, j'avais fait les images. Donc, j'avais repris, tu vois, les positions. Et puis après, j'étais dans une association de lutte gay friendly, on va dire. Ok. Et enfin, plutôt gay, puis avec quelques hétéros, quoi. Et en fait, je leur avais demandé de reprendre la position en performance. C'est-à-dire que derrière, il y avait la sexualisation. Et je leur avais dit de reprendre la position. Et puis, voilà, donc du coup, tu vois, il y a des choses comme ça. Ça, c'est une perf que j'avais fait à l'école de Beaux-Arts de Strasbourg. En fait, avec un autre artiste, on faisait un pseudo match de catch. Ah, mais là, c'est toi, là? Ouais. Les étudiants nous avaient fait toutes les insultes qu'on devait balancer, tu sais. Et après, après, il y a une chanson qui s'appelle La tapette en bois. Ok, je connais. Je connais pas. Je vous la ferai. Et donc on était sur le truc sur la tapette. C'est vraiment une chanson. La musique. C'est vraiment une chanson interlope, quoi. Interlope? Interlope, c'était le terme qui était utilisé pour parler des homosexuels. Ah ouais? Ouais. Ah, je connaissais pas du tout ce terme-là. Voilà. Et toutes les chansons interlopes, c'est des chansons des années début du 19e, quoi. Ok. Et voilà, ça c'était beau. J'aimais bien cette photo. Ça, c'est vraiment les vraies positions. Et donc, du coup, ça c'est bon. Parce qu'en fait, à ce moment-là, du coup, je m'étais mis en scène sur des sites internet de gens qui fantasmaient sur les gens qui font de la lutte et tout ça. Donc, j'avais créé mon personnage. Voilà, donc ça c'était mon personnage. Mais c'est toi? Oui, c'est moi. Moi, j'étais maigre. Ah, c'est fou. Mais c'était il y a longtemps, hein, il y a... Voilà, et donc du coup, voilà, j'avais fait ça, et puis j'avais fait... comment dire, voilà, j'avais fait des clips, voilà, et ça c'était les performances. Et puis j'avais une amie chinoise qui faisait les commentaires en chinois. Ah ouais. C'est trop marrant. Voilà. Encore, ça te ramène toujours au chinois, quoi. Bah, c'était encore la période. Après, j'ai arrêté. Bon, ça c'est des séances de coloriage que je faisais.
Il y a un clip, comme ça je vais vous le montrer. Voilà, ça c'était les trucs des UEH. Voilà, des couleurs. Ah, si j'avais, à un moment donné, c'était une amie qui m'avait demandé de travailler sur Elvis. Et en fait, Elvis, je me suis dit, tiens, c'est trop intéressant parce que Elvis, il est un peu poupon. Et puis je m'étais rendu compte que les mecs étaient fans d'Elvis, les femmes étaient fans d'Elvis, ouais. mais je me suis rendu compte qu'il y avait toute une iconographie PD sur, liée à Elvis. Et puis j'avais mes potes lesbiennes qui faisaient du rock électro et qui adoraient Elvis. Ah ouais. Alors, et puis j'avais assisté à des shows de drag king, il y avait toujours un Elvis. Ok. Et du coup, j'ai fait tout un travail et du coup j'ai fait un clip où c'est Elvis qui ressort de terre et qui dit mais non, laissez-moi tranquille, je suis pas queer. Ah ouais. Il se plaint, quoi. Et du coup, ça avec une pote qui avait un groupe, on faisait des performances sur scène et donc avec la guitare et tout ça, électrique. Puis moi j'avais le film qui était projeté derrière, puis j'arrivais avec un masque, tête de mort, une perruque d'Elvis et j'étais en string. Oh mon Dieu. Et c'était vraiment pratique. Et là, je faisais ah, laissez-moi tranquille. Et à la fin, ça se terminait un peu comme Rocky Horror Picture Show. D'un coup, il devient queer. Et en fait, on se rend compte qu'il est en string. Il enlève son truc, on se rend compte qu'il est en string et en talon. Voilà. Je comprends. Voilà, c'était marrant. C'était des conneries comme ça. Voilà, ça c'était cette série-là. Ah mais oui, mais Kylian, il a cette petite... Ouais, ça c'est une soirée que j'avais organisée au Pulp. Ok. Et où en fait on avait fait... en fait j'avais une commande. C'était Sam Boursier qui m'avait demandé de faire les illustrations. Et puis moi comme je travaillais sur la question de la lutte, à ce moment-là, le catch, la lutte, je me suis dit tiens ça va être intéressant d'associer ça. Et donc voilà, je fais ça. Voilà, sur le costume du genre, j'ai fait un clip, je vais vous le montrer. Et puis j'ai fait une soirée, et à l'entrée de la soirée, on donnait les lettres françaises aux gens, tu vois, c'est trop pour bien. qu'ils puissent lire les textes. J'adore. Et puis il y avait des performances et tout ça. Et du coup, c'est ça que Kylian... je vais vous montrer le clip. Et donc ça, c'était une peinture que tu avais fait pour cette soirée ou... Alors, non, ça j'avais été invité à faire une exposition en Italie, à Rome. Et puis, c'était l'organisation plutôt d'extrême gauche qui fonctionnait dans des squats. Et donc, du coup, à ce moment-là, comme j'étais là-dessus, moi j'aimais bien travailler sur les thèmes. J'avais un thème et du coup, ça devenait un peu généraliste dans le sens que s'il y a une commande, j'essayais d'associer mon thème du moment. Ça me permettait de circuler comme ça. Et donc, du coup, j'avais fait des très grands comme ça. Il y en a plein. Mais celui-ci, il avait été choisi pour une grosse exposition sur le catch. Ok. Donc j'avais exposé ça, et c'est les grands collages avec toutes les petites photos. Ok. Donc c'était intéressant parce qu'il montrait, tu vois, une autre vision du catch. Et puis il y avait ce clip. Bon, j'en ai fait beaucoup. C'est toi qui as fait ça là? Non. Ça j'ai acheté à Drouot et puis ça je sais plus où je l'ai acheté sur une vente. Mais ça se cassait la gueule, j'aimais bien. Alors voilà, il est là. Beautiful transgenre.
l'audio, c'est ta pote Nazé Ouais. qui l'a fait. Ouais. C'est celle qui chante. C'est une amie trans qui parle. Gender fucking. J'ai eu cette commande et du coup on retrouve tous les éléments. Qu'après moi comme c'était une période où je faisais des films d'animation, eh ben, j'aimais bien poursuivre cette histoire quoi. Et après parfois je faisais du vidging dans les soirées et je balançais des trucs sur la transphobie. Du vidging. Vidging c'est tu passes de la vidéo pendant le club. Ok. Je sais, je connais pas le terme. Ah oui. Alors ça, en général, c'est bien les premières heures, mais après, les gens ne captent pas. Oui. Mais bon, c'est pas grave. Tu vois, c'était... Et donc ça, tu dis, c'est différentes personnes qui ont écrit chacun des textes. Oui, bien Toi, sûr. t'étais juste Ah là non, pour, moi, j'ai fait que Katia. Moi, je faisais juste les illustrations. C'est trop stylé. Mais comme je travaillais sur la question du catch, et je me suis dit, le catch, la lutte, tu vois, je trouvais que ça avait du sens. Donc j'avais proposé à Sam qui avait trouvé ça le convenait. Et puis après, j'ai fait donc ce petit clip qui a pas mal tourné. Et puis voilà. Quoi. Voilà, ça c'est vraiment, ça met vraiment en place cette histoire de l'allié. Quoi. Mais parce que presque quand t'en parles, comme tu dis allié, c'est quand tu parles, enfin c'est quand tu. Je suis pas trans, donc Voilà, t'es pas trans. J'avais pas forcément de lien avec le genre, Oui, non, bien sûr, ok. et donc du coup, là je trouvais, voilà. Mais quand tu faisais du militantisme gay, Ouais. c'était là pour le coup, c'est pas allié. Oui, mais là pour le coup c'est un travail, Oui, tu vois. bien sûr, ouais. Et là voilà, ça c'était le Tétu Sexe, c'était sorti dans le magazine Tétu à l'époque, Ok. et donc il y avait entre filles et entre garçons. Donc voilà, après l'idée, tu vois, là il y a la danseuse, le marquement. Oh mon Dieu. Bon, on se permettait beaucoup de choses. Je pense pas que maintenant ça passe très bien, mais bon. Alors, c'est la piste aux étoiles, ce soir dans votre lit, king size, et la ballerine de votre cœur s'échauffe et vous réchauffe avec son tutu étriqué. Ah, tu veux danser, ma belle? Eh bien, dansons. Sous les yeux ébahis de votre petit rat de l'opéra, immédiatement interpellé par votre entrejambe provoquant, avantageusement souligné par vos bas noirs. Vous esquissez les premiers pas de ce soir, le double dong sonnera 3 fois. Inviterez la belle à un pas de 2, syncopé et cadencé pour une coordination parfaite. N'hésitez pas à lubrifier abondamment ce double godemichet difficile pour Malia pour les débutantes. Le débarquement, la double pénétration est réservée aux G.I. Jane, à Satya, qui n'ont peur de rien. Il y a Dinette, la pianiste. Après, c'était un moyen de parler de tout ce qui était prévention. Bah oui, bien voilà, sûr. après arrive le sujet, le vibrato, la marionnette, ça j'aimais bien la marionnette. La jardinière et la garagiste. Oh mon Dieu. Et il y avait les mecs, alors les mecs, il y avait la levrette, la toupie, la liseuse, la Duchesnay, c'était ceux qui faisaient du patin à glace à l'époque. Ok. Les Duchesnay. La verticale, la paresseuse, la gynéco, la double pénétration. Voilà. Et après, j'avais fait plein de rébus. Préliminaire. Capote. Crier ou se taire. J'aimais bien accessoires. Accessoire. Mon Dieu. Voilà, après, il y avait tous les trucs pour les pipes. 5 idées de pipes. Voilà, ça c'est tout le truc qu'on pouvait se poser. Voilà. L'ABC de la santé. Ah, c'est cool. Et ça a été tiré à des
Et c'était dans tous les sex shops. Ah ouais. Ah ouais, mais c'est incroyable. C'est génial. Déculpabilisé. Monogame. Baiser, règle. Quel gel. Alors ça c'est quoi Mouiller Mouiller sa sa- copine. Sa copine. Très con. Bander les tétons. Voilà. Et là c'était tout sur la lèche. Ok. Et après tu avais ces graves docteurs, tous les conseils gynéco. Ok. Mais du coup, ce qui était intéressant, c'est que ça, les mecs dans tous les trucs, les backrooms et tout ça, ils étaient à la fois confrontés à leur sexualité et à la sexualité des filles. Mhm. Donc ça, je trouve ça intéressant. Ouais, c'est vrai que c'est bien qu'il y ait les C'était- deux du coup. C'était ensemble. Mhm. Alors eux, ils l'avaient fait ensemble parce que c'était avec le magazine PQ à l'époque. Et puis, voilà, c'était mini-guide pratique du plaisir. Mais tu vois, du coup, bon, après, il n'y a pas du tout la sexualité trans, ça c'est clair. Mhm. Mais là, on est en 2001. Oui. Sexualité trans, on en est loin. Clairement. J'ai fait ça, et puis j'ai fait ça pour les... C'est de la signalétique pour les backrooms, tu vois. C'est de la linogravure, ça? Non, c'est tampon. Ah, c'est un Donc ça, c'était dans toutes les backrooms de Paris, tu vois, et à Non. Provence. Voilà. C'est incroyable. Voilà. C'est celui-là que mon Oui. préféré, c'est celui-là. Ok. Ah, je suis fan, c'est trop génial. Swag, c'est quoi? Alors, c'est le syndicat national des entreprises gays. Ok. Et il y avait celui-là qui était pas mal aussi. Qui était. Ça, c'était pas mal. Coleman, it's just sex. Bon, voilà, il y avait quand même, tu vois, des choses intéressantes sur la prévention. Après, quand on m'a demandé de travailler sur le chemsex, tu vois, moi, j'avais pas de. Parce que ça, moi, je connaissais, tu vois, les saunas, et ça, je connaissais bien comment ça fonctionnait. Le chemsex, j'avais pratique, toi, donc du coup, je dis, bah non, moi, je peux rien faire pour vous. Ouais, ok, Tu vois, je comprends. ça n'a pas de sens. Tu disais. Bah, je dis, bah non, et puis, c'est pas du tout ma sexualité, c'est pas. Je suis comme tout le monde, j'observe, j'écoute, tu vois, mais je peux pas dire que. Tu te sentais pas légitime d'en parler parce que tu connaissais pas quoi. Bah non, ça n'a pas de sens. Non mais je peux. Alors, comme eux se souvenaient de ça, ils veulent certains faire travailler sur les Mm. trucs, mais je leur dis, bah non, il faut trouver des gens qui sont Bah concernés. oui, bien sûr. Et tu vois, moi, je vais avoir quoi comme avis là-dessus Enfin, Oui, je sais pas ce que je peux faire graphiquement. Ouais. Et puis, est-ce que je peux faire de l'humour Je sais pas non Mm. plus, tu vois, c'est compliqué. Mm. Tu vois, c'est casse-gueule en vérité. Tu vois, je sais pas. En tout cas, moi, j'ai pas les éléments pour pouvoir intervenir à ce moment-là. Bah voilà, vous avez. Bah, merci beaucoup en tout cas de nous avoir présenté. Oui, merci. Je pense que là on a matière à, Mm.